troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La rencontre s'est ouverte hier par une réunion des ministres sectoriels. Elle se poursuit aujourd'hui avec un conseil de gouvernement. Le président de la République s'est rendu à Yamoussoukro ce matin. Dans cette édition, nous nous rendrons à Bouaké. La décharge de la ville représente un danger pour les riverains qui en demandent la fermeture. Et puis, premier tour de la présidentielle au Mali, le scrutin s'est déroulé sans accroc. Les Maliens dans l'attente des premiers résultats partiels officiels. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Le président de la République s'est envolé ce matin pour Yamoussoukro. Il est arrivé à 11 h. La capitale politique accueille depuis hier la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Il s'est tenu tout à l'heure un conseil de gouvernement mixte co-présidé par les premiers ministres ivoiriens Daniel Kablan-Duncan et burkinabé Luc Adolphe Tiao, qui ont d'ailleurs accueilli le chef de l'État à sa descente d'avion à Yamoussoukro. Ce conseil de gouvernement précède le conseil des ministres conjoints qui se tiendra demain. Le président Blaise Compaoré est quant à lui attendu pour 17 h à Yamoussoukro. Je le disais à peine, le conseil du gouvernement s'est tenu ce matin, donc il prépare le conseil des ministres conjoints qui aura lieu, lui, demain. Jérôme Kofi Abola. Il est conjoint. Le conseil de gouvernement tenu ce lundi 29 juillet 2013 parce que regroupant les ministres burkinabés et ivoiriens. Une réunion dans le cadre des préparatifs de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette rencontre ayant lieu à Yamoussoukro, c'est tout naturellement le maire de cette commune, Jean Nyanangbe Kwaku, qui le premier a pris la parole pour souhaiter bienvenue et plein succès des travaux à tous ses hôtes. Pour sa part, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a défini les enjeux de cette réunion. La tenue de ce conseil de gouvernement conjoint revêt pour nous une signification particulière. Elle intervient en effet dans un contexte où nous sommes invités à mettre tout en œuvre pour renforcer les liens séculaires de fraternité et de solidarité qui existent heureusement entre nos deux pays frères, ainsi qu'entre nos deux peuples, unis par l'histoire, la culture et la géographie. Dans cette perspective, la grande vision de nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, et Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République donc, de Côte d'Ivoire, est de consolider nos relations bilatérales déjà existantes, déjà excellentes, pour le progrès et le bien-être de nos peuples respectifs. Cette orientation constitue désormais une priorité et une constante incontournable de nos relations que nous devons nous efforcer de refléter dans nos stratégies de développement. À la suite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement du Burkina Faso a exprimé sa fierté quant aux ambitions nourries par les présidents ivoiriens et burkinabés pour travailler au renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est avec beaucoup de fierté que je constate que nos deux chefs d'État, leurs excellences Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, empruntent la même vision et de la même ambition impriment d'une part à nos deux pays, un niveau de coopération rarement atteint dans notre histoire commune, mais aussi, d'autre part, apporte à la coopération sous-régionale un souffle nouveau qui redynamise nos institutions de coopération et d'intégration. Ils ont su trouver des solutions idoines au renforcement du développement économique et de la paix dans notre espace communautaire. Le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, il faut le dire, est un instrument unique et original qui doit nous conforter dans notre vision commune de donner aux relations séculaires et historiques à nos deux pays un enracinement solide et durable à la mesure des aspirations des peuples ivoiriens et burkinabés. Et le Premier ministre burkinabé Adolphe Tiao de conclure dans l'espoir que ce rendez-vous de Yamoussoukro renforcera davantage les liens sacrés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
La sécurisation des routes ivoiriennes au cœur des préoccupations du ministère de la Défense. Le ministre rassure les populations. Les coupeurs de route seront traqués et mis hors d'état de nuire. Les explications de Mamadou Kwasi. Au cours de cette tournée qui a conduit le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, des coupeurs de route arrêtés lui ont été présentés à Ara et à Yamsokro. Le phénomène a atteint des proportions inquiétantes ces derniers temps au point de créer une psychose au sein des populations ivoiriennes. Les attaques des véhicules, tout usage confondu, ou des convois de personnalités, souvent avec mort d'hommes, sont devenues monnaie courante. C'est en tenant compte de cette situation que le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché sur le terrain le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, pour apprécier l'ampleur du phénomène. Aux différentes rencontres qu'il a eues avec, entre autres, les populations des régions du Zi, du Ifou, du Bélier, du Béké, de la Bagoué, du Ourodougou et du Kelogo, Paul Kofi Kofi a assuré que l'État ne saurait se dérober de son devoir. Ce phénomène de coupeur de route que nous connaissons ces derniers temps, nous avons le devoir et l'obligation de le traiter. L'État ne peut pas se cacher derrière les malfrats. C'est le contraire. Nous n'allons pas reculer, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Un avertissement à tous ceux qui, comme à cet endroit entre Fesséké-Dougou et Congo, à la veille de la récente visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, ont attaqué le convoi du directeur général de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ADDR. Avertissement également à ces bandits de grands chemins qui continuent d'écumer les routes ivoiriennes. Parlons santé. Des centres de soins illégalement installés ont vu leur matériel saisi par l'unité spéciale de contrôle sanitaire. Ils sont sommés de cesser toute activité et de fermer leurs portes. Le reportage de Thomas Guessambi. Ne vous fiez pas aux enseignes, pourrait-on dire. Ce centre de soins, situé à Koumassi, commune du district d'Abidjan, est loin d'être autorisé à ouvrir ses portes pour des soins. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine et après avertissement que l'unité spéciale de contrôle sanitaire du ministère de la Santé se rend sur ces lieux. Pareil, la turbine est dans un état délabré, vétuste, et puis de surcroît, le mur que nous touchons présentement n'est pas une mur tombée, de sorte que les rayons X traversent le mur. Et comme le service est mitoyen à des riverains, alors ça expose la vie de ses concitoyens. Dieu seul sait si la proximité de ce centre d'avec l'hôpital général de la commune ne favorise pas ce qu'on pourrait appeler le détournement de malades. Autre commune, mais toujours un dénominateur commun, l'exercice d'une profession dans l'illégalité. Dans cette enceinte, on se croirait dans un magasin de stockage de matériel de cinéma ou de pièces de musée. Mais non, c'est bien le plateau technique, acquis sans doute de haute lutte, qu'offre l'ONG Comupars à ses visiteurs. La carte d'opération est vétuste. Vous constatez qu'il n'y a pas d'huile salitique conventionnelle qui est là. Et les bouteilles d'oxygène, il n'y a pas de manomètre, il n'y a pas de raccord, ni rien. Donc les opérations se passent dans des conditions qui ne sont pas hygiéniques. La commune d'Adjamé n'est non plus à l'abri. Centre de secours, la gloire. Ici, il faut sans doute le secours du ciel, après être passé à la caisse, pour qu'ensuite, gloire lui revienne à lui seul. Dès que cette mousse-là est imbibée du sang d'une patiente, on ne peut plus stériliser, on ne peut plus faire quoi que ce soit. C'est une source de contamination pour les autres femmes à venir. La santé, jusqu'où peut-elle permettre aux offreurs et demandeurs de soins de se rencontrer? En tout cas, le ministère de la Santé, par sa direction des établissements et des professions sanitaires DEPS, suit de près le mouvement. On peut peut-être le dire, la traque au hors-la-loi de la santé a commencé et les jours qui viennent livreront certainement les tendances. Le programme présidentiel d'urgence, le PPU, améliore le quotidien des populations de la région du Tchologo. Les populations de Ferkessé-Dougou et de Wangolo-Dougou ont reçu 3 ambulances médicalisées et divers dons d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Le reportage de Kader Sogodogo dans un commentaire de Charles Tatou. 3 ambulances médicalisées, 6 000 chaises, matériel de bureau et divers équipements constituent le don que vient de recevoir les populations de la région du Tchologo. Ce don fait suite à la récente visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans cette région du pays. Le chef de l'État répond ainsi à sa volonté d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Ce sont des ambulances qui viennent combler un vide, eu égard un peu à l'éloignement de ces contrées,
vis-à-vis des centres de référence, par exemple Korogo et consorts. Voilà, après le passage du président, les populations avaient secrètement exprimé ces vœux-là et le président les a satisfaits aujourd'hui. D'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA, ce don a été réparti entre les départements qui composent la région du Tchologo, à savoir Ferkessédougou, Kong et Ouangolo-Dougou. Les populations bénéficiaires saluent l'action du président de la République qui leur offre une opportunité de tracer les sillons du développement de leur région. Nous sommes comblés et pour nous c'est une phase de renaissance qui commence pour nos populations. Il y a beaucoup de projets qui sont en vue. Ici nous avons qu'un avant-goût de ce qu'ils nous ont promis et nous nous en félicitons. Les populations peuvent crier un ouf de soulagement, le personnel s'en réjouit parce qu'au jour d'aujourd'hui nous pouvons réagir efficacement sans avoir pour souci de perdre vraiment des patients. Avec tous ces moyens conséquents déployés par l'État, la région du Tchologo, avec elle, tout le district des Savanes, va sans nul doute maintenir le cap de la réconciliation, gage du développement. L'Agence nationale de l'environnement renforce les capacités de ses agents et celles de ses partenaires clés des secteurs publics et privés. L'objectif est de mieux accompagner la Côte d'Ivoire dans sa gestion de l'impact environnemental. Les détails avec Chantal Akanda. Le tourisme balnéaire se trouverait menacé ainsi que la vie socio-économique des populations riveraines des sites pétroliers et gaziers. Des mesures donc pour anticiper sur la menace en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, d'où cette rencontre en structure de l'État et secteur privé concernés par le sujet du secteur des hydrocarbures. Une rencontre qui a permis aux experts de la Banque mondiale, à travers le don de gouvernance et du développement institutionnel DGDI, d'apporter un appui technique et financier à l'Agence nationale de l'environnement, ANDE. Il s'agit de la mise à disposition d'un outil au sein de cette institution, à savoir le progiciel du plan de gestion environnementale et sociale, PGES, du secteur des hydrocarbures. Et cela pour faire face à une meilleure gestion des projets pétroliers et gaziers et assurer ainsi une bonne exploitation des ressources naturelles maritimes. Vous avez pu voir quelques images tout à l'heure dans les titres. La décharge municipale de Boaké, un véritable danger pour les riverains. Elle dégage une odeur nauséabonde et est le nid de toutes sortes d'insectes, surtout des mouches. Les populations aux alentours craignent pour leur santé et demandent la fermeture pure et simple de cette décharge. Charles Tatou. Situation préoccupante à Assoumou-Yaokro. Depuis quelques mois, ce village est la proie d'un essai de mouches du fait de sa proximité avec la décharge finale de Boaké. Ce village est situé à 600 mètres de la décharge. Chaque jour, à partir de 15 heures, ces mouches se manifestent. Même si une épidémie liée aux maladies des mains sales telles la fièvre typhoïde, le choléra et la diarrhée n'a pas encore été enregistrée, les populations riveraines s'inquiètent. Souvent, nos mamans ont des diarrhées, il y a des enfants même qui font des diarrhées. On est parti à la mairie, chez le préfet, et puis chez Nda, tout ça là. Bon, au fait, notre négociation n'a rien abouti. Approchés, les responsables de la mairie de Boaké refusent de se prononcer et rejettent les responsabilités sur le ministère de l'Environnement et de la Salubrité. Indexé, le directeur régional de la Salubrité livre sa version des faits. Un site qui a été choisi par la mairie de Boaké. Maintenant, il faut traiter de manière vectorielle, en tout cas tout l'espace, pour réduire, parce qu'on ne peut pas complètement éliminer les mouches. Parce que là où il y a des détritus, les mouches affluent, et ça c'est indépendant de notre volonté. La principale activité commerciale des femmes de ce village est la fabrication de la tchéké. Leur production n'échappe pas à ces insectes nuisibles et pourtant, elles sont vendues sur le marché de Boaké. Ces aliments bourrés de larves de mouches exposent les populations à des dangers. Les populations qui sont très proches de cette décharge courent le risque de voir des mouches venir dans leur domicile et transporter des germes qu'elles auraient ramenés de la décharge. Face à ces nombreuses mouches et à l'inaction des autorités, les riverains demandent qu'une seule chose. Au niveau de la salubrité, je veux que tout s'arrête.
Moi, je demande à les autorités de nous aider pour qu'ils cherchent un coin qui est un peu éloigné de la ville. Cette situation ne semble pas être la bonne. Cependant, la situation est devenue une équation difficile à résoudre pour les autorités locales. Les cadres des administrations publiques et privées de Côte d'Ivoire approfondissent leurs connaissances en technique de suivi de projets et de production des rapports. C'était à la faveur d'un séminaire initié par l'Agence nationale de la formation professionnelle. On en parle avec Honorine Agnigouri. La gouvernance en entreprise est au centre de ce séminaire auquel viennent de prendre part 12 auditeurs que sont les cadres des administrations publiques et privées. C'est une occasion d'offrir aux travailleurs ivoiriens des formations professionnelles continues pour leur permettre de s'adapter à la mondialisation. Nous nous sommes dotés de moyens techniques pour accompagner les Ivoiriens dans leur ensemble à travers des services adaptés à leurs besoins. Nous savons que l'émergence de notre pays, en plus du développement économique, doit intégrer le capital humain pour obtenir des hommes et des femmes valeureux et compétents dans leur domaine d'activité. Les participants à cette formation se réjouissent de ce qu'ils ont appris pour le faire bénéficier à leurs différentes entreprises. Ce séminaire de haut niveau, animé par MDS Canada, nous a permis, dans un premier temps, de pouvoir renforcer nos capacités en termes de techniques de rédaction des rapports de programme, mais aussi de gestion de projet. Le projet, c'est une vision. Il faut faire en sorte que cette vision soit traduite dans le meilleur délai, dans des cas pratiques pour le bénéfice de nos populations et pour le bénéfice de tous ceux qui ont concouru au financement de ces projets. Au terme de 5 jours de travaux, ces travailleurs sont aguerris pour mieux servir leurs différentes entreprises. Entre midi et 2, c'est l'heure de la pause déjeuner pour les travailleurs. Chacun aménage son temps à sa façon. Pour certains, c'est le moment d'un repas entre amis. D'autres préfèrent par contre se retrouver en famille. Il y a également ceux qui restent au bureau pour avancer sur leur travail. Fatou Fofana a rencontré un groupe de travailleurs entre midi et 2. Entre midi et 2, c'est-à-dire entre 12h et 14h, c'est presque partout l'heure de la pause déjeuner. Si certains profitent de ce laps de temps pour un bref passage à la maison, pour d'autres par contre, juste un déjeuner rapide sur place, un moment de détente entre collègues et amis et le travail reprend ses droits. Je viens manger ici tout simplement parce que je travaille non loin d'ici. Nous sommes les ouvriers dans un chantier, ça ne nous permet pas d'aller à la maison et puis à midi revenir. Je descends uniquement pour manger et puis je remonte me reposer au bureau avant de reprendre le travail à partir de 14h. Il y a également ceux qui n'ont pas le temps de s'arrêter à midi. La pause déjeuner, un mot inconnu dans leur vocabulaire. Pause, enfin, nous, est-ce qu'on connaît ce mot pause de midi? Dans les médias, c'est au moment où les autres se reposent que nous travaillons parce qu'il faut avoir de la matière pour la radio puis la télévision. Pour les plus chanceux, midi, c'est l'heure de recharger la batterie de l'organisme par un bon repas ou une petite sieste. D'autres en profitent pour faire les magasins ou des courses personnelles. L'important est de se ressourcer pour un meilleur rendement l'après-midi. Tout compte fait, la pause déjeuner est un moment indispensable à la bonne marche du travail. C'est d'ailleurs un moment apprécié à sa juste valeur par les travailleurs. Et nous en profitons pour souhaiter un bon appétit à tous ceux qui sont à table. En Côte d'Ivoire, la brigade de salubrité urbaine retrousse ses manches pour lutter contre les nuisances sonores. Elle passe à la phase répressive après plusieurs semaines de sensibilisation. Des caisses à musique de certains bars ont été saisies et mises en fourrière. Serge Gongomé et Thérèse Tapeyoboué pour le reportage. Visite inopinée cette semaine dans les bars des communes d'Abidjan. La brigade de l'Agence nationale de salubrité urbaine est passée ainsi à la phase de répression contre les gérants de bars qui, malgré la sensibilisation, continuent la nuisance sonore. Des gérants de bars de plusieurs quartiers ont été rappelés à l'ordre et ont vu ainsi leurs outils de travail confisqués. Tout ce maquis, il y a des maisons d'habitation, il y a des populations qui dorment. Et à 1h du matin, on entend le bruit là. On ne peut pas accepter ça. C'est inadmissible. Des gérants reconnaissent avoir déjà été avertis par la brigade quelques semaines plus tôt, quand d'autres disent n'avoir pas l'information. Mais tous souhaitent que la mesure ne couvre pas tous les jours de la semaine. Engagés à faire de nos quartiers des cités de repos,
La brigade de l'Agence nationale de salubrité n'a pas encore annoncé une date pour la fin de ces patrouilles. Et faire connaître aux populations les lois qui régissent le pays, c'est le challenge de l'organisation Transparency Justice. Elle vient de s'allier à la mairie de Yopougon pour informer et former les populations de la commune. Le reportage de Patricia Oumouetia. Combien sont-ils les Ivoiriens qui méconnaissent leurs droits ou qui en abusent? Combien sont-elles les victimes d'exactions de viol qui ne savent que faire par pure ignorance de leurs droits? Dans la commune de Yopougon, le constat est amer. Il suffit de faire un tour dans les commissariats et gendarmeries pour s'en convaincre. Notre police, notre gendarmerie s'immiscent dans les affaires qui ne les intéressent pas. Au point où les commissariats et les gendarmeries sont remplis. Et ils font du zèle. Pour rien d'une dette que quelqu'un n'a pas pu payer, alors c'est eux qui mettent les gens en prison. Et quand tu t'adresses à eux, ils te disent il faut t'adresser au plaignant, s'il est d'accord, c'est ça. Sinon, s'il n'est pas d'accord, nous on défait. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a des erreurs judiciaires, il y en a partout. Mais il faut faire en sorte que les erreurs soient les moins possibles et que ce ne soit pas le fait d'hommes. C'est pourquoi il faut améliorer la qualité de la justice, faire en sorte qu'on ait des outils performants, qu'on mette en place des mécanismes pour accélérer les procédures et faire en sorte que les plus méritants soient au meilleur poste. En initiant cet atelier de formation qui a regroupé chefs coutumiers traditionnels, communauté de la CEDEAO, organisations de jeunesse, ONG et le grand public de la commune, le maire Kafana Kone entend donc aider ces populations à mieux s'imprégner des lois ivoiriennes. Nous nous inscrivons entièrement dans la volonté du chef de l'État de faire de ce pays un État de droit, où chaque citoyen est conscient de son rôle, de ses droits, et où chaque agent de l'État joue pleinement son rôle en comprenant que nous sommes au service des populations. Pour Malan et Ounou Laurent, président de l'ONG Transparency Justice, cet atelier de formation vise à enseigner les voies et les formalités prescrites par les lois ivoiriennes aux auditeurs. La formation co-assurée par l'ONG Transparency Justice et une ONG allemande a permis aux participants de se familiariser aux règles et procédures d'accès à la justice. Cette action de sensibilisation des populations à mieux cerner les règles et procédures d'accès à la justice est à encourager et à étendre aux autres communes du pays, car connaître ses droits et ceux des autres est un gage de protection des personnes et des biens. Le Moronou célèbre le premier anniversaire de son érection en région. Les festivités dénommées Quinzaine du Moronou sont l'occasion pour le corps préfectoral de prôner la paix et la réconciliation entre les cadres de la région. Les rituels de purification et de libation sont les préalables pour la réussite des grandes cérémonies chez le peuple Aïe. À Bongouanou, cette tradition est bien respectée. Confiée à Dieu, la quinzaine du Moronou, cérémonie du premier anniversaire de la région du Moronou, sera l'occasion de réconcilier les fils et filles de cette région. Selon Henriette Nemlin Wandé, préfet de la région du Moronou, il est temps que le développement soit une réalité à Bongouanou et dans le Moronou. Toutes les réunions que nous convoquons, il n'y a personne. Quelquefois, on fait tous les communiqués, on a 2 ou 3 cadres. Or, cette région regroupe une quantité incroyable de cadres et des cadres très importants qui occupent de hauts rangs dans l'administration. Et donc nous voulons briser ce mur pour que ces cadres puissent nous aider à développer leur région. Une initiative saluée par les cadres de la région. Il n'y a pas d'union sans rassemblement. Ça sera certainement un pas supplémentaire dans le sens de l'unité qui est un préalable au développement. L'unité et la solidarité. Et je pense que c'est une bonne occasion pour tous de se retrouver autour de nos autorités administratives pour travailler de concert. Une conférence publique animée par Monseigneur Paul Siméon Awana, évêque du diocèse de Bouaké, sur le thème réconciliation et paix, a été l'occasion pour lui d'inviter les cadres à tourner la page de la crise post-électorale pour le développement de leur région. En religion, la Umrah, c'est le petit pèlerinage à la Mecque. Pour l'édition 2013, 27 pèlerins ivoiriens prennent part. Ces pèlerins ont quitté Abidjan jeudi pour l'Arabie Saoudite. On retrouve Chantal Akanda. Pour la Umrah, appelée petit pèlerinage,
Ce sont 27 pèlerins qui ont décidé d'effectuer le voyage à la ville sainte de la Mecque. Pour cette 6e édition, Sotra Tourisme a pris des dispositions. Avant leur départ, visite et rencontre d'échange avec les initiateurs de la Umrah pour sensibiliser les pèlerins sur l'organisation pratique de ce voyage religieux. L'accompagnateur spirituel de la délégation ivoirienne situe l'importance de ces déplacements. La Umrah est complémentaire. Quand tu as accompli la Umrah pendant le Ramadan, cette Umrah-là a la valeur du Hajj et à sa compagnie. C'est comme si tu avais fait ça avec le prophète lui-même. Mais c'est surrogatoire. Quant au Hajj, est obligatoire. Après les conseils pratiques, direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où les pèlerins vont s'envoler pour l'Arabie Saoudite au 17e jour du mois de Ramadan. J'ai déjà fait le grand pèlerinage 2 fois. Alors, donc Dieu m'a donné cette année la chance de faire la Umrah, donc j'en profite. Nous avons l'occasion de faire beaucoup de visites, surtout les visites des sites religieux. Et puis aussi on a le séjour qui est vraiment réduit, 15 jours, c'est vraiment un avantage. On sait que le mois de Ramadan, c'est le mois de pénitence, ça arrive une fois à l'année et les 10 derniers jours, c'est très important. Donc vraiment se retrouver à la Mecque, à la Kaaba, les 10 derniers jours, je crois qu'on ne peut espérer mieux. Pendant 2 semaines, les pèlerins vont prier, implorer et invoquer le nom d'Allah pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Les 28e journées mondiales de la jeunesse se sont achevées hier. C'est devant 3 millions de fidèles que le pape François a dit la messe de clôture. Le souverain pontife a demandé aux jeunes d'aller annoncer leur foi sans crainte à travers le monde. Plus fort que Woodstock, plus fort que les Rolling Stones, 2 millions de personnes rassemblées sur la célèbre plage de Copacabana au Brésil avec le pape François pour l'avant-dernière veillée de prière des Journées mondiales de la jeunesse. Le premier pape sud-américain à 76 ans a fait preuve d'une énergie débordante pour son premier voyage à l'étranger de son pontificat avec des phrases de choc qui marquent les esprits. Jésus est plus fort que la Coupe du Monde. Jésus est plus fort que le football. Il a invité les jeunes catholiques du monde entier à suivre les pas de Jésus en s'engageant sur le terrain social et politique pour changer le monde et devenir des acteurs du changement. Garçons et filles, s'il vous plaît, ne mettez pas fin vous-même à l'histoire. Soyez des protagonistes. Pour l'avenir, donnez un coup de pied vers l'avant. Construisez un monde meilleur, un monde de frères et de sœurs, un monde juste, un monde d'amour et de paix, de fraternité, de solidarité. Sa personnalité a tout emporté, un pape superstar, un pape populaire auprès des jeunes. Parmi la foule des pèlerins, il a martelé son message à faire des disciples. Le thème de cette année, c'est aller de toutes les nations faire des disciples. Donc c'est tout le monde entier, appeler tout le monde à... Voilà. Nous sommes venus au nom de Jésus pour saluer le Saint-Père et nous bénir. L'influence de l'Église s'érode et en centrant ses discours sur la justice sociale, sur l'aide des jeunes aux plus âgés, le pape François a montré le visage d'une autre mondialisation. Le pape François communique un message de simplicité et de prière. Je pense que c'est vraiment ce dont l'Église a besoin, direct et simple. Pour moi, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de vivre un tel événement, d'être avec plusieurs jeunes de plusieurs d'autres pays. Des journées fortes et chaleureuses remplies de ferveur entre le pape et les jeunes qui ont aussi été marquées par d'importants couacs et des manifestations en tout genre. Des incidents qui soulèvent des interrogations sur la capacité du Brésil à organiser le mondial du football en 2014 et les Jeux olympiques en 2016. Retour sur le continent africain. Après 18 mois de crise, les Maliens sont allés aux urnes hier. Il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais le taux de participation devrait dépasser ceux connus jusqu'alors dans le pays. On note tout de même beaucoup plus d'engouement dans le sud que dans le nord. Dans l'ensemble, aucun incident majeur n'a été constaté. Les premiers résultats officiels sont toujours attendus. Alors on saura s'il y a un second tour ou pas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI1.